Alors, Mohamed, on observe dans plusieurs quartiers, des comités de quartier, des jeunes qui se réunissent, des étudiants dans les universités, dans les parcs, dans les usines, dans les milieux de travail. On appelle aussi à la grève. Y a-t-il une manière de s'organiser, une meilleure manière de s'organiser pour aller de l'avant dans ce hirak? En réalité, je n'ai pas de réponse. Okay. Ce que je sais d'expérience, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, y compris mes souvenirs de la guerre de libération. On va dire, ouais, non, j'étais pas moudjahid. J'étais pas moudjahid, mais j'ai assisté à des formes d'organisation faites immédiatement sur le tas, déjà en décembre 60. Et sur le tas, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a le mouvement de masse, dès que le peuple se mobilise, eh ben il crée ses propres leaders. Mais alors sur le champ, c'est-à-dire sur le coup, c'est une affaire de quelques heures. Comme si quand le peuple, les masses se mettent en mouvement, quand le peuple se met en mouvement, il a tout de suite cet instinct de l'organisation. Bon, maintenant, d'où vient cet instinct? Évidemment, il vient de notre anthropologie. C'est parce que nous avons déjà une culture qui concentre en elle notre propre histoire. Si tu veux un exemple pratique que beaucoup n'ont pas aimé, mais que moi je trouve positif, ben c'est que ce vendredi, il y a des gens qui ont descendu le couscous pour que les gens mangent. Bon, les gens ils disent, bon, ils ne vont pas transformer ça en zerda. Mais c'est que la réalité, c'est que les dimanches précédents, les gens ont remarqué que des manifestants sont venus de Béjaïa, de Bouéra, de Tizi, de Tablat, de Tipaza, et ils n'avaient pas de quoi manger. Et donc les gens ont organisé la nourriture. Oui, bien sûr, l'accueil. Quand il y a eu les révolutions de velours en Europe de l'Est, et puis les révolutions khoreines qui ont été organisées sous la forme du pseudo-printemps arabe, quand il y a eu l'Ukraine, le Maïdan, on a bien vu qu'il y avait des tanks, qu'il y avait des lieux pour des commodités. On a même vu dès que la sous-secrétaire d'État américaine, Madame Nuland, la déjantée, elle est complètement déjantée, qui était partie pour donner des biscuits aux manifestants. Mais bon, aujourd'hui en Algérie, c'est que notre peuple se mette à retrouver les vertus, les qualités d'hospitalité de nos ancêtres, et même pas d'ailleurs de nos ancêtres, c'est juste de nos grands-pères. Et ça veut dire à la fois que le mouvement Tana, il a une marque importante de spontanéité, donc il n'y a pas les techniques à haute poids. Bon, à part avec le point levé, donc jamais les 11 ou les 12, enfin les lois en général qui doivent régir les manifestations dites pacifiques du printemps arabe, qui toujours débouchent à un moment donné ou à un autre sur la violence. Donc, plus tard, j'ai vu d'autres formes, d'autres organisations. Je les ai vues à l'époque du 19 mars. Comment il y a une espèce d'effondrement de la présence militaire française, et les pieds noirs étaient devenus complètement dingos. Je veux dire, ils nous tiraient dessus avec des mortiers. De mes yeux, j'ai vu une famille filcarière au moment le goûter, la chia, vers 5 heures, qui a reçu, pendant qu'ils étaient à table, ils ont reçu un mortier. Et donc toute cette famille a été tuée. Et pendant cette période, bien sûr, il y avait le FLN, bien sûr, mais le FLN ne pouvait pas faire face à tout. Et donc il y a eu une auto-organisation de notre peuple, alors pour les soins, pour les malades, pour surveiller la nuit, pour faire le guet, pour empêcher qu'on vienne nous mettre des bombes, parce qu'ils mettaient des bombes tout le temps, dans la fameuse nuit où il y a eu 100 bombes, 101 bombes
la Nuit Bleue à Alger. Et donc il y a une auto-organisation des masses quand elles se mettent en mouvement. Et cela, je te le dis parce que, non pas par nostalgie, mais c'est parce que c'est une loi. C'est une loi du mouvement politique. Quand les masses rentrent en jeu à ce niveau-là, il y a une auto-organisation. Aujourd'hui, si on voit bien notre Hirak, cette espèce d'auto-organisation, d'autogestion, elle est à la fois un refus des partis politiques, des associations, des syndicats, une sorte de méfiance globale vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à la vie politique d'une façon ou d'une autre. Et dans le peuple, on considère, bon, qu'ils n'ont pas été tout à fait de son côté, même quand il s'agissait d'opposition. Donc il y a une espèce de méfiance, d'un côté. Et de l'autre côté, à mon avis, c'est-à-dire, tel que je connais les choses à partir d'abord de mes connaissances en philosophie, mais aussi à partir de mon expérience, il y a une tactique populaire spontanée. C'est-à-dire que le temps du passage à l'organisation de type classique n'est pas encore venu. C'est-à-dire tel qu'on est, on se protège. C'est une autogestion du mouvement, c'est des mots d'ordre qui sont créés par le peuple, c'est des rendez-vous qui sont décidés par le peuple. C'est-à-dire le vendredi, ce n'est aucune ONG, ni aucun parti, ni aucune structure ne peut aujourd'hui le revendiquer. Alors c'est très important que personne ne puisse le revendiquer. Parce que spontanément, les gens ils disent mais il est encore trop tôt pour qu'on se donne un leader. Là, on se donne une structure qui risque d'ailleurs de devenir une structure contraignante pour le peuple. Alors, je voudrais te dire quelque chose. Ça relève encore de la philosophie. Oh, le vieux Mohamed, il est tout le temps en train de philosopher. J'ai l'impression qu'il y a un agenda du pouvoir qui est simple. Alors on va les laisser manifester. La première manifestation, ils ont réagi tout de suite. La deuxième, ils ont paniqué. La troisième, ils voyaient plus clair. La quatrième, on a vu ce qu'on a vu. Puis la cinquième, ils n'ont pas réagi. C'est-à-dire que dans la perception par le pouvoir de ces manifestations, ben, c'est qu'elles ne lui font pas du mal. Bon, c'est bon, alors c'est banalisé. Sortez, amusez-vous. Et puis, ça ne leur fait plus peur. C'est comme si les manifestations n'avaient plus d'effet politique. Et donc, l'effet politique, l'effet, c'est-à-dire le résultat politique, en fait, a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le gain, il a été acquis par le peuple. Il n'y a plus de cinquième mandat. Et les autres, maintenant, au niveau du pouvoir, ils manœuvrent. Il y a une tendance du pouvoir, Tabidoui et compagnie, qui sont les néo-oligarques, qui, à la faveur de ce mouvement populaire, ont battu le représentant les anciens oligarques, c'est-à-dire Ouyahia, qui représentait les anciens oligarques. Parce que bien avant que commence le Hirak, tout le monde, dans la presse, etc., parlait des Bédouis comme candidats au poste de Premier ministre. Il n'y avait pas de fumée sans feu. Donc il y avait déjà au niveau des pouvoirs une sorte de réflexion sur un changement, au moins un changement d'homme. Bon, comme ça n'existe pas un changement d'homme qui se fait juste sur l'image, c'est qu'il y a eu un changement du représentant d'une force. Voilà, donc c'est une force qui a remplacé une force, on ne peut pas en savoir plus, sinon de constater l'état. Alors dans cette dernière, si tu veux, cette autogestion du mouvement, c'est aussi se donner le temps. D'accord. Alors il se donne le temps. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'ils se donnent leur propre agenda, qui ne correspond plus ni à l'agenda des partis, ni à l'agenda du pouvoir. Et ils se donnent leur propre temps de penser le programme du changement. Voilà, ils se donnent le propre temps de penser. Bon, entre-temps, déjà, on a commencé à présenter au peuple des candidats de droit divin. C'est-à-dire, pourquoi telle ou telle personne serait éligible à être président de la République avant même qu'il y ait un débat, avant même qu'on sache ce que nous voulons faire. Parce que nous savons déjà ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas du 5e mandat, nous ne voulons pas de la secte des oligarques, nous ne voulons plus nous ne voulons pas de l'ingérence étrangère, nous ne voulons pas du vol. Tout ça, ça a été dit clairement. Et donc, dans cette période-là, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est que le non au 5e mandat est devenu non à l'ensemble des aspects politiques qui ont été mis en place. Donc le non au 5e mandat, c'est devenu non à l'ingérence étrangère qui était normale. C'était devenu normal, légitime. C'était non à la politique des groupes qui agissaient en dehors des institutions et en dehors des lois. C'était non à la répression. C'était non à la censure. Ça déjà, donc on le savait, il y a eu un approfondissement. Voilà ce que je pense. Alors quel est le... Emilia, et là tu as raison, hein. Tu as raison. Là il y a une difficulté majeure pour que les gens s'organisent. Difficulté majeure. Alors la première difficulté, c'est que pendant longtemps, nous avons été privés d'une vie politique normale. Et que dans cette privation d'une vie politique normale, les partis de l'opposition, tel que le peuple le sent et le perçoit, ils n'ont pas été des écoles de la formation politique. C'est-à-dire qu'ils venaient avec des propositions, avec une analyse de la situation d'Algérie, une analyse de la situation d'Algérie dans un cadre régional et international. Parce qu'on ne peut pas réfléchir l'Algérie comme ça, comme s'il n'y avait pas des contraintes régionales, comme s'il n'y avait pas, comme si nous n'étions pas face à un affrontement mondial entre l'ancien camp de l'impérialisme, les États-Unis, l'Union européenne, et la naissance d'un nouveau pôle, c'est-à-dire d'un monde, d'un pôle qui est lui-même multipolaire. C'est-à-dire les BRICS, la Chine, la Russie, l'Iran, même la Turquie maintenant, qui tout en étant un allié des États-Unis et membre de l'OTAN, ressent le besoin de s'affirmer en tant que nation indépendante. Au profit de son capitalisme, bien sûr, au profit de sa propre bourgeoisie, bien sûr. Et sous des masques religieux, bien sûr, mais qui s'affirme en tant que volonté nationale, en tant que groupe d'intérêt du capitalisme turc. Et donc il devient, pour la bourgeoisie turque, pour s'autodéfendre, elle est obligée de s'en prendre aux USA, à l'Union européenne. C'est là que nous sommes en train de voir. Nous ne pouvons pas dire en Algérie, on va gommer cela. On ne peut pas le faire. Parce que dans cette confrontation, ce qui est visible, indiscutablement visible, c'est que c'est l'agression contre les États-nations. À la fois au plan des idées, c'est-à-dire qu'on nous dit, bon, l'État-nation, qu'est-ce que c'est, etc. Ce que fait Macron, c'est encore plus d'Europe pour résoudre les crises de l'Europe. C'est de moins en moins de nations. Le dernier accord qu'il vient de signer avec Angela Merkel pour la gestion conjointe d'une zone frontalière entre la France et l'Allemagne est un point évident. Alors, la guerre contre les États-nations, à la fois au plan des idées, mais aussi au plan pratique, en tout cas pour nous. La Libye, la Syrie,
les attaques contre l'Iran, on ne peut pas y aller considérer que c'est des pays comme la Libye, comme la Syrie soient attaqués, et que l'Algérie, qui est sur un socle stratégique, mais depuis des siècles, c'est pas depuis hier que cette surface Algérie est un socle stratégique. Et donc pendant tout cela, c'est les partis politiques, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, bon, il faut changer d'accord, pourquoi faire? Aucune analyse sérieuse sur les options économiques, sur les orientations économiques, sur la vie économique, sur le choix économique n'a été fait. Rien. Uniquement enfin, la logorée, quoi, la logomachie, il faut partir. Voilà, donc nous avons donc cette difficulté. Bon, cette difficulté, elle a été surmontée par le peuple. Et ben, quand je dis le peuple, j'aurais dû dire, essentiellement, elle a été surmontée par les jeunes. Parce que quand le Hirak naît, quand les manifestations s'organisent, nous avons face à une extraordinaire conscience politique de notre peuple, qu'il a forgée dans le secret. C'est et des jeunes qui m'arrêtent dans la rue pour me dire oui, le vrai problème d'Algérie, c'est que nous sommes retournés sous tutelle étrangère. Tout le monde dénonce les ingérences, tout le monde dénonce toutes ces manœuvres autour du pétrole. Donc il y a cette difficulté que nous avons, une vie politique, difficulté qui a été, je ne sais pas comment, c'est un véritable miracle de la jeunesse, compensé par les réseaux sociaux. Et là, ça veut dire que c'est la preuve d'ailleurs de ce qu'avancent en gros les anthropologues sérieux, c'est qu'un outil change la culture. C'est que l'usage d'un outil va transformer la culture. Comme la pierre taillée a transformé, la pierre polie a transformé, la roue a transformé, le passage au machinisme a transformé, la révolution industrielle a transformé le monde. Et bien l'outil qui s'appelle le smartphone, Internet, réseau social, c'est l'outil dont je parle, et bien il a transformé les relations sociales. Il y a une vie sociale donc, qui est née à notre insu. Moi, je n'imaginais pas que c'était aussi puissant. Et bien, elle est née, et ce résultat politique, c'est le résultat d'un outil et de cette extraordinaire capacité de notre jeunesse à s'emparer de l'outil, à le maîtriser, à lui faire donner le meilleur de ce qu'il pouvait donner, puisqu'il lui a fait donner la conscience collective. Et pas n'importe quelle conscience collective, c'est la conscience que nous sommes un peuple. Chose qui, il y a 3 mois, 4 mois, elle n'était pas tout à fait assurée. Il y a 3 mois, 4 mois, les voix qui se faisaient entendre, eh ben, c'était le MAC. On en avait peur de il y a 3, 4 mois, 5 mois, on avait encore peur des dissensions dans la région du Bzab et du pays des Chamba. Bon, bien qu'il y avait déjà eu des changements notables dans la région, un apaisement et tout, et que les gens commençaient à se rendre compte que ces divisions étaient des divisions absolument néfastes pour le pays, et extrêmement bénéfiques à la fois, et pour l'étranger et pour le pouvoir. Et donc cet outil, donc, il a joué son rôle. Le problème, c'est que cet outil qui a servi à une ingénierie sociale, celle de la conscience, il ne permet pas de passer à l'ingénierie politique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire l'ingénierie politique que les gens, que cette jeunesse, nous, tout le peuple, qui a revitalisé la conscience nationale, la conscience que nous sommes un peuple, la conscience que nous sommes un peuple uni, mais il l'a revitalisé parce que quelqu'un qui s'appelle le pouvoir, quelque chose qui s'appelle le pouvoir,
nous avait exclus comme peuple. Ils ont agi comme si nous n'existions pas. Et donc la réaction Terna, ça a été d'exister. Et non pas d'exister en partie, mais d'exister en totalité. C'est pour ça qu'on manifeste avec les enfants et tout, qu'on manifeste les grands-pères, les enfants. Et nous avons retrouvé cette unité du peuple qu'on avait pendant la guerre de l'indépendance, pendant décembre 60, aux fêtes de l'indépendance, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que cette unité, en fait, non seulement elle cache une diversité réelle, mais si on réfléchit bien, elle appelle une diversité réelle pour se renforcer. Alors cette diversité réelle, c'est que nous sommes d'accord sur ce que nous voulons. Nous ne voulons pas. Et après, il faut construire. Et c'est là où on voit les gens ont des difficultés sérieuses. D'une part, pour se réunir et discuter de ce que nous voulons. Et dans cette hésitation à se réunir pour dire ce que nous voulons, ils ont d'abord peur qu'on casse l'unité sur ce que nous ne voulons pas. C'est-à-dire, nous nous positionnons par un négatif qui nous assure l'unité. Ben voilà, autour du négatif, nous sommes unis, ça c'est clair. Mais si on commence à se dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va choisir? L'économie de marché, l'économie sociale de marché, on va opter pour quoi? Pour quel type de métier, pour quel type d'école, pour quel type de culture, pour quel type de sport? Là, on va diverger. Et là, c'est une peur normale. Alors, il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que nous avons perdu la culture de l'organisation politique. Même si nous avons acquis, grâce aux jeunes, la culture de la communication politique. Extraordinaire. Ils nous ont appris ça. On ne savait pas très bien. On savait qu'il y avait des réseaux sociaux. Mais là, dès que le Hirak, il est né, les vieux, les jeunes, les femmes, les James, ils la communication sociale. Extraordinaire. Donc il y a... mais quand même, on n'a pas cette culture politique. Pourquoi je t'en parle? Je t'en parle aussi parce qu'il y a au moins une douzaine de jeunes, c'est-à-dire soit des jeunes individuels, là en groupe, qui m'ont posé la question, mais comment on va faire pour organiser? Comment on va faire pour préparer une plateforme, un truc pour eux? Et ils ont peur. Quand on rentre en politique, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes partis sur une plateforme d'unité qui est négative. Et bien cette unité négative, il faut absolument la préserver. Et donc dès le départ, si moi je rencontre des gens qui aiment bien le capitalisme, alors que moi j'aime bien le socialisme, le problème c'est qu'entre lui et moi, c'est que l'unité qui s'est faite pour libérer notre pays, elle s'est faite sur une négation. Mais il sait, et moi je sais, nous savons tous les deux, ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons plus. Mais tel que ça a été exprimé, c'est que l'Algérie soit dirigée par une caste qui tire tout à son profit. Allez, ça nous ne voulons pas. La deuxième chose que nous refusons totalement, c'est que l'Algérie reste dans l'état de domination néocoloniale dans laquelle elle est. C'est-à-dire une ingérence étrangère tout azimut. Tout azimut. Ça, nous ne voulons plus. Et donc, nous disons non à l'ingérence étrangère, ce qui veut dire tout de suite, ça veut dire oui à quelque chose. C'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire c'est entre toi et moi. Toi qui as plutôt des penchants pour le capitalisme et moi plutôt des penchants pour le socialisme, au moins nous sommes d'accord. C'est-à-dire non à l'ingérence étrangère, oui pour la souveraineté nationale.
que les décisions que nous prenons, toi et moi, soient prises sur la base de la souveraineté nationale et de l'indépendance nationale. Voilà ce que... Les gens ne veulent plus que la gestion de l'État soit une gestion par des groupes illégaux, par des méthodes illégales, par des méthodes qui masquent le mouvement de l'argent, le mouvement des capitaux, les sorties les devises. Et d'ailleurs, les appels se multiplient pour dire mais donc, ils sont en train de sortir les devises. Mais c'est ça qui est important aujourd'hui. Or, il se trouve que nous ne sommes pas, que le Hirak n'est pas arrivé à bloquer ces devises. Alors, il y et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'accord. Moi, je vais proposer dans le débat les points qui me semblent importants pour l'avenir d'Algérie. Mais je vais commencer d'abord par mettre ce qui nous unit, c'est-à-dire ce qui fait la base de notre unité. La base de notre unité, elle est claire. Elle est claire, c'est retour à la souveraineté nationale, c'est retour à l'indépendance nationale, c'est interdiction absolue de privatiser les ressources minières dans le pays, surtout le pétrole, les ressources naturelles, interdit de les privatiser, quelle que soit la forme de la privatisation. Quelle que soit. Parce qu'on peut venir les privatiser en nous proposant de nous aider à les gérer. Ils ne gèrent pas. S'il arrête qu'il y a des procédures, des façons de faire, des critères de gestion, on les achète. Et puis tu pars. Ce que les peuples ont refusé, c'est qu'il y ait encore dans le pays le déni des droits démocratiques. C'est-à-dire qu'on interdise aux Algériens de s'exprimer, de se réunir, de s'organiser, etc. Sinon, au prix de procédures démentes, ce qui sont des procédures policières. Et donc les Algériens ne veulent plus de cette dictature. Les Algériens ne veulent plus ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent pas d'une normalisation avec Israël. La présence massive des drapeaux palestiniens, on est la preuve. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ne l'ont pas fait comme ça par hasard. Parce qu'ils sont au courant que depuis des années, il y a une normalisation souterraine, rampante, etc. Alors comment faire au niveau du débat? À la base, pour ne pas créer une division nationale entre moi qui aime le socialisme et lui qui aime le capitalisme, je vais d'abord mettre ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais aussi mettre le reste. Et si on fait un État, nous passons à une nouvelle forme de gouvernance d'Algérie, et bien la première des choses, c'est que nous dénoncions l'ensemble des accords des traités qui nous soumettent à l'étranger, qui est mal traité avec l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut même pas y aller changer les tarifs douaniers sans qu'ils nous tapent sur la main. On n'a plus rien à faire avec la Banque mondiale. Nous n'avons pas à aller chercher des accords avec l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'on ne commercialise presque rien en dehors du pétrole, et le pétrole n'est pas concerné par l'OMC. Mais si on le fait, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger la production nationale. Et donc c'est là où, entre celui qui aime le capitalisme et qui aime le socialisme, on a un point commun positif, et non pas négatif. C'est pas ce que nous ne voulons pas. Ce que nous voulons, c'est que la production nationale de l'Algérie soit protégée de la concurrence, d'ailleurs de la concurrence qui est impossible, avec ces mastodontes tels les multinationales. Comment on va faire?
face à Adidas ou à Nike. Et les gens ils vont acheter parce que avant d'acheter les souliers Nike ou Adidas, on leur a déjà vendu une image d'eux-mêmes. Celui qui s'habille avec cette marque, jamais il est à la mode, il est la deuxième des choses, c'est que entre lui et moi, je dis, qu'est-ce qui peut, en plus de protéger la production nationale, de créer de l'harmonie? Bon. Qu'est-ce qui fait que notre pays ne ressemble plus à ce pays qui existe actuellement, qui est le pays des inégalités sociales absolument insondables, le pays des scandales. Oui, parce que c'est un scandale, dans le panache, dans les richesses. Et bien, c'est qu'il nous faut une Algérie harmonieuse. Pour qu'il y ait une Algérie harmonieuse, il faut que tous les Algériens ont des droits minimum, incompressibles, non discutables. Et les droits incompréhensibles, etc., pour les Algériens, c'est quoi? C'est d'abord que j'ai droit à la vie. Le droit à la vie, c'est avoir droit à une médecine performante. Et on discute avec une médecine performante, tu ne peux pas l'avoir sur un hôpital performant. Un hôpital performant, tu ne peux pas l'avoir. Et si tu n'as pas des médecins performants, ça veut dire que les meilleurs médecins, les chercheurs, les enseignants, ceux qui forment, ils doivent être là-bas. Mais on ne peut pas les garder là-bas si tu donnes aux médecins 60 000 dinars par mois. Dès qu'ils gagnent moins qu'un manœuvre, que le chef de service gagne 15 millions par mois, c'est-à-dire moins qu'un épicier. Et donc il faut que nous voyons que dans l'Algérie actuelle, qui est une véritable désharmonie, et c'est cette désharmonie qui fait que les gens, ils partent, ils meurent dans la mer, etc., ou qu'ils fuient dans la drogue, et bien cette désharmonie, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie des revenus. Il n'y a pas d'harmonie des revenus. Comment est-ce qu'on peut avoir cette désharmonie des revenus? Il faut d'abord manquer les ingénieurs, les médecins, les enseignants, pour que nous ayons à la fois un secteur éducatif, un secteur sanitaire et un secteur productif performant. Eh bien, il faut qu'il soit parmi les mieux payés. Et donc, on balaye l'histoire à la fonction publique qui écrase le savant sous l'administratif. C'est-à-dire qu'un sous-directeur de ministère qui est nommé par hasard parce qu'il connaît un copain, il est nommé sous-directeur, il gagne plus que le savant. Parce que l'échelle administrative actuelle veut que l'administrateur soit au-dessus du technicien. Il faut donc le voir, ce pays. Dans cette harmonie que nous devons mettre, bon, ben, il y a la médecine, tel que je viens de le dire, mais avec des hôpitaux qui ont le budget, qui ont les équipements, quitte on aide ceux qui veulent aller se soigner dans le secteur privé, ils peuvent. Mais à la base, tous les Algériens doivent avoir droit à cette médecine de qualité, ils doivent avoir droit à un enseignement de qualité, ils doivent avoir accès pour leur développement à une culture de qualité, et également pour le sport. Et donc ce sont des secteurs qui doivent être dégagés des intérêts de mon ami le capitaliste. Là, tu ne touches pas. Ici, on ne fait pas d'argent sur ces secteurs. Parce que ce sont des secteurs, allez, on va dire qu'ils sont socialistes. C'est-à-dire la part d'arrangement béno-béno, c'est que ces secteurs de base soient des secteurs considérés comme des secteurs à caractère social ou socialiste. Mais c'est à caractère social qui est le mot juste. C'est ça qui me permet à moi de passer une alliance avec lui. Et c'est ce qui lui permet à lui de passer une alliance avec moi. Et c'est que moi je défends avec lui la production nationale. Mais lui et moi, nous n'allons pas aller en réunion au même endroit. Donc quand les jeunes me demandent, je leur dis, ben voilà. Il faut d'abord que vous ayez
sur votre feuille, sous votre stylo, le consensus de ce que nous ne voulons plus et qui a fait notre unité. Et puis après, il faut traduire cette unité dans ce que vous voulez. Mais dès que vous commencez à écrire ce que vous voulez, vous n'êtes plus dans l'unité. Vous êtes dans la diversité. Donc il faut y aller. Demain, je vais aller dans une réunion, je vais d'abord dire, voilà, moi, je viens vous parler pour être unitaire avec vous, pour être votre ami, pour être en convergence avec vous. Ben voilà, moi, j'aime le socialisme. Maintenant que je vous l'ai dit, Gérène, voici ce que je peux débattre avec vous. Mais il faut d'abord que je m'identifie. Et s'identifier, donc, ces groupes de jeunes qui veulent aller vers l'organisation, ils doivent commencer par mettre en place les points qu'ils proposent aux discussions. Et s'ils partent à partir d'un point de vue politique, ils partent avec l'idée qu'ils ne vont pas faire l'unanimité. Ils vont juste défendre un point de vue, en prenant soin que l'unité fondamentale de notre peuple, l'unité retrouvée, ne soit pas remise en cause. Alors, comment je vais faire pour réunir les étudiants dans l'amphi? Il y en a qui ne veulent pas. Je dis, mais tu n'as pas besoin de réunir tous les étudiants dans l'amphi. Vous avez besoin d'être 5, 6, 10, 20 autour d'un texte et vous l'adoptez. Mais vous l'adoptez comme point de vue d'un groupe de groupe. À partir de là, si vous avez discuté et que vous l'avez adopté, vous créez un comité. La démarche politique, la démarche de l'organisation, c'est que le comité qui a été élu sur la base de votre plateforme, lui est tenu par la plateforme. Il va la défendre. Et après, vous allez discuter avec les gens. Voilà ce que nous nous proposons. Où est-ce que ça devrait se faire? Parce qu'il m'a dit, mais où est-ce qu'on va le faire? Eh bien, vous devez le faire comme le faisaient nos ancêtres. Mais pas uniquement nos ancêtres en Algérie. Non, les ancêtres du monde entier. C'est-à-dire en France, en Angleterre, en Allemagne, en Tunisie, au Maroc, au Mali. Et toute la vie sociale, toute vie sociale, elle est organisée autour du travail. Et les organisations naturelles dans le travail, c'était les corporations. On n'avait pas de syndicats. Mais il y avait la corporation des pailleurs, des dînantiers, des bouchers. Et pourquoi il faut que le débat doit se faire en priorité dans les corporations, pas dans les quartiers? Parce que c'est dans les corporations qu'on a le plus de chances, parce qu'on connaît les questions de cette corporation, pour établir le programme pratique concret pour l'avenir d'Algérie. Parce qu'il y a un accord politique général, ce que nous voulons. Nous voulons un État souverain, un État indépendant, un État qui défende l'intégrité nationale, un État qui nationalise, enfin qui garde la nationalisation les ressources minières, etc. Nous voulons un État qui donne aux Algériens leur chance de vie, non pas dans la dignité, non, le droit. C'est pas la dignité, c'est pas un droit. La dignité, c'est pas un concept politique, c'est un concept moral. C'est le droit. C'est le droit à l'éducation, à la santé performante, le droit à l'eau, le droit au sport, le droit à la culture, etc., qui peuvent discuter. Dans la corporation, si moi je veux une médecine performante, c'est quand même pas, je ne vais pas demander aux architectes de nous tracer le programme pratique pour le faire. C'est chez les médecins. C'est les médecins qui vont dire, bon, c'est l'ensemble de général, voilà ce qu'il faut faire. Et revaloriser la bourse des étudiants en médecine, organiser de meilleurs cours, revoir les conditions d'études, revaloriser le salaire des encadreurs et des chercheurs,
améliorer les conditions d'apprentissage dans la médecine, les services d'urgence, dans le résident. Enfin, c'est pas moi qui connais. Par contre, moi, je peux très bien leur parler de la philo, mais la philo, ça sert à rien. Ça ne sert pas à faire parler les choses. Mais idem pour les architectes. Idem pour les architectes. C'est comment concevoir un urbanisme nouveau qui est vivant, qui est humain, et non pas ces ensembles déshumanisés qu'on nous a construits. Et idem pour les magistrats et pour les avocats. Quel est le système des lois, des règlements, etc., qui garantissent aux citoyens algériens sa liberté de parole, sa liberté d'édition, sa liberté de réunion absolue, c'est-à-dire sur le mode déclaratif. Et c'est pour la classe ouvrière aussi, c'est la même chose. Parce que dans ces débats, on oublie souvent que les travailleurs sont l'épine dorsale du pays. Mais ils savent ce qui se passe au niveau de la métallurgie. Ils savent ce qui se passe, l'Hadjar, comment ça a été dilapidé. Ils savent les techniques de vol, les techniques de sabotage de l'économie. Ils savent tout. Les dockers, ils savent comment ça se passe dans les ports. Alors quand ceux-là vont par corporation se réunir pour, dans le cadre global dont on a parlé, cette Algérie souveraine, indépendante, et libre, harmonieuse, dans laquelle il y a des garanties de base, elle va nous dire comment on va faire pour protéger nos frontières, pour protéger nos ports, pour protéger nos marchandises. Là, le débat est possible. Les gens qui se réunissent à Alger, parmi les médecins, ou les avocats, ou les ouvriers dans la métallurgie, ils ont la possibilité, à travers la corporation, d'aboutir à des états généraux. États généraux, tu as la médecine, états généraux, tu as la justice, états généraux, tu as la métallurgie, états généraux, tu as le textile. Mais la discussion va se faire à l'intérieur de corporations où les gens connaissent. C'est ensuite que les représentants issus de la base, dans chaque corporation, vont se réunir et pour dégager une représentation régionale, ensuite dégager une représentation nationale. Et c'est les représentations nationales qui vont se réunir pour représenter un état-major général. Un état-major général des corporations. Mais dans les quartiers, c'est difficile. Comment c'est-à-dire, on va demander à l'architecte dans les quartiers d'expliquer les règles de l'urbanisme au soudeur. Le soudeur va expliquer l'architecte comment donc, les baguettes de soudure qu'on importe sont mauvaises. Et que c'est pas... on ne va pas en finir. On ne va pas en finir. Bien sûr, il y a la question, tu as les chômeurs ou tu as les jeunes. La question, tu as les chômeurs, tu as les jeunes, où est-ce qu'ils vont se réunir? C'est un faux problème. Parce que les jeunes, ils sont déjà organisés ailleurs, dans les lycées, dans les universités, etc. Il faut qu'ils se rencontrent dans des organisations de jeunesse. C'est valable aussi pour les femmes. Mais alors, chez eux, tout le monde vient d'horizons différents. Mais c'est dans des organisations de jeunesse. Des organisations. C'est pas un quartier. Et les débats sur les jeunes, pour les chômeurs, c'est aussi la même chose. Pour les jeunes et pour les chômeurs, il y a la question du rêve. Et la question du rêve, c'est ça qui est difficile, plus difficile à discuter. C'est qu'ils rêvent d'avoir une vie. Mais nous sommes vieux, nos rêves sont encore devant nous, même vieux. Mais on sait déjà ce que c'est. C'est-à-dire on a déjà vécu nos rêves, on a déjà réalisé une grande partie, on a vu beaucoup de choses, mais ils ont tout à inventer. Là, devant nos rêves, nous ne sommes pas dans l'invention. Ceux qui sont dans l'invention, dans la création, c'est eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé l'Irak. C'est parce qu'ils ont été capables.
Donc c'est dans les... Alors quel est le point commun entre dire oui, vous faites ça, et puis vous allez vous créer des groupes. Et puis vous allez discuter avec vos collègues. Parce que précisément là, on passe à l'aspect politique. Si tu es allez, comment dire, allez, disons dans une université, tout comme toi, tu as organisé un groupe politique avec une plateforme que tu vas la proposer aux étudiants, mais tu ne seras pas la seule. Il y aura un autre groupe qui dira des choses différentes. Et un autre groupe encore. Maintenant que chacun de ces groupes a ramené ses propositions, il y a des propositions qui sont des propositions consensuelles, unitaires, de base, qui sont les plus fortes. On en reste là. On en reste là. Les propositions qui ne sont pas les mêmes, eh bien, elles seront plus tard soumises au vote du peuple. Si les propositions qu'il y a pour le socialisme, si elles sont minoritaires, elles seront minoritaires. Mon ami est le capitaliste, elles sont majoritaires, c'est lui qui passe. Mais dans la phase actuelle, ce que j'ai essayé de faire avec lui, c'est les bases d'un programme de fondation d'un État nouveau. Et ces bases, si jamais, au moins, il n'est pas d'accord pour qu'il y ait une Algérie harmonieuse, où sont garantis les éléments fondamentaux que j'ai dit, eh bien, le mettre à la base. Ça veut dire le cadeau au niveau improductif de la négation. D'accord, non, pour le 5e mandat, c'est un bête Mouchindirou, quelle est l'issue nationale. Eh bien, on ne sera pas d'accord. On ne travaillera pas pour une issue nationale. Or, ce mouvement-là, c'est un mouvement pour... c'est un retour de la nation. C'est un retour de la nation. C'est l'exigence populaire profonde. C'est d'abord que nous redevenions une nation. Et la conscience nationale, la conscience de la responsabilité veut que c'est précisément cela que nous devons préserver. Je le lui dirai. Si tu vas aller sur une option de type idéologique, c'est-à-dire socialisme contre capitalisme, il n'y a pas de place pour une option nationale et internationale. On ne va pas trouver de terrain d'entente. Mais le terrain d'entente tel que le Hirak est né, c'est que nous revenions à l'idée de nation algérienne avec un État national. Maintenant, que les jeunes aient dit la façon, la technique de préparer leur réunion, etc., j'espère que ça a été clair. Voilà, on peut arrêter peut-être.